Oui, alors j'ai passé 3 ans ici en RDC. Je suis arrivée début 2020 et directement on s'est trouvé dans la situation Covid-19. Donc en fait, le début était un peu difficile, mais nous avons passé ce moment difficile et en question de bilan, nous avons beaucoup accompagné le gouvernement avec les plans de développement pour les pays. Ça veut dire l'économie à travers notre appui par le biais de Banque mondiale et le FMI. Mais aussi, nous avons mis un axe sur le changement climatique et le rôle de la RDC là-dedans. Donc, ça a mis la RDC sur la scène internationale avec son rôle. Et la RDC s'est proposée comme pays solution pour être un acteur important à cet égard. Et puis, troisièmement, à travers nos programmes bilatéraux, on a mis un focus sur la question des femmes et les filles. Parce que pour nous, c'est clair dans tous les pays qui sont développés dans le monde, l'inclusion des femmes et les filles dans la question d'éducation, mais aussi la vie économique, la croissance économique, c'est tellement important pour le développement. Et ça commence avec l'accès à l'éducation, mais ça termine aussi avec l'autonomisation des femmes et le rôle des femmes dans les positions de pouvoir. Et c'est à travers ces trois aspects, économie, climat et femmes et les filles, que le Royaume-Uni a géré un programme de développement, un appui pour le gouvernement. Et moi, personnellement, en tant qu'ambassadrice, j'ai voulu contribuer à le chemin vers la stabilité et la prospérité pour la RDC. Oui, alors la cible pour les femmes était déjà un aspect de tous nos programmes. Nous avons un programme qui s'appelle Elan et aussi Essor qui a augmenté qui a soutenu la réforme pour le secteur privé et qui a stimulé les entreprises congolaises pour engager les femmes dans le secteur privé. Et nous avons focalisé sur l'agriculture, donc les femmes qui sont déjà impliquées, mais aussi dans l'énergie renouvelable et aussi dans les positions de pouvoir. Nous avons déjà prioritisé cet engagement des femmes. Et c'est en parlant avec des femmes qui étaient les bénéfices de ce programme qui en fait été beaucoup impliquées dans la question de vendre les petits panneaux solaires pour la maison. C'était les femmes qui vendaient aux femmes. Et en fait, le chef de la société que nous avons soutenu a dit, en fait, engager les femmes, c'est une bonne chose. Ça augmente, en fait, les ventes. Donc, on a montré déjà que les femmes ont un rôle très important dans l'économie, mais on a constaté en discussion avec des femmes qu'il y a un frein quand même pour les jeunes filles de réaliser les rêves et les souhaits pour l'avenir. Et donc, nous avons lancé cette initiative ambassadrice pour la journée pour stimuler les jeunes filles, les adolescentes en fait, de voir ce qui est possible, d'avoir les modèles pour voir qu'il y a des femmes dans l'économie, il y a les femmes dans le gouvernement, il y a les femmes politiciens, il y a les femmes dans les ONG. Il y a beaucoup de place pour les femmes, mais c'est à cet âge-là des adolescentes où c'est très sensible pour stimuler cet esprit de pouvoir faire. Et à travers l'ambassadrice pour la journée, j'ai travaillé avec d'autres ambassadeurs pour encourager cette opportunité pour les jeunes filles de voir quel est le rôle des ambassades et quelles sont les opportunités pour les jeunes filles pour l'avenir, pour les encourager. Bon, en fait, réellement, c'était un peu plus par hasard, mais je crois qu'il y a un message là-dedans. Dans tous les pays du monde, la réalité des femmes qui attendent les familles, que ça peut être un bloc, un frein
pour une carrière, pour les aspirations ou les attentes d'une femme. Et dans chaque pays, même au Royaume-Uni, il n'y a que 30 ans que c'était impossible pour une femme diplomate de devenir ambassadeur. Les femmes devaient démissionner quand elles se mariaient. Donc chaque pays évolue et chaque société évolue. Et je crois que c'est important qu'en réalité, une femme peut être ambassadeur, peut avoir une famille avec elle dans cette position et même pour d'autres positions de pouvoir. Et d'être enceinte n'est pas un frein pour faire le boulot. C'est vrai que la question de congé de maternité est importante aussi. Et pour moi, j'avais la chance que dans la loi britannique, il y a une protection pour les congés de maternité pour minimum 6 mois. Et donc j'ai dit, bon, je vais le faire aussi. Je vais prendre ce moment pour être avec mes enfants, mais je peux reprendre. Et je crois j'espère que ce message, cet exemple, en fait, de pouvoir faire un travail en tant que femme, d'avoir une famille, de aussi prioriser la famille quand c'est important, les premiers mois d'un enfant. C'est possible et c'est possible de retourner au travail après. J'espère que ça encourage les jeunes femmes, jeunes filles qui souhaitent avoir une position importante, qu'elles pensent que en fait, c'est possible de faire les deux. Et il y a une place pour les femmes mères dans n'importe quelle position de pouvoir. On a d'autres exemples des chefs d'État qui ont accouché pendant leur mandat, en Nouvelle-Zélande par exemple. C'était un exemple pour dire qu'en réalité, chaque société peut voir ce que les femmes apportent et de voir que, bien sûr, si elle veut devenir mère, ça c'est possible de gérer aussi. J'ai mentionné un peu nos programmes éducation et santé, et nous avons lié les deux parce que l'accès à la santé pour une mère est très important pour la qualité de santé de l'enfant. Donc on commence là, et puis l'enfant qui est né, on accompagne la femme pour garantir la santé de son enfant. Et dans les zones que nous avons travaillé à travers notre programme, nous avons diminué le taux de mortalité des jeunes bébés par moitié. Donc c'est clair qu'avec un meilleur accès à la santé, on peut donner un accès à la santé pour les mères et les nouveaux bébés qui changent la vie. Et c'est après cela, un enfant de continuer d'avoir accès à la santé et puis d'avoir accès à l'éducation. Et c'est une sorte de cycle en fait, parce que les jeunes filles, à travers notre programme d'éducation, nous ciblons les jeunes filles pour continuer l'éducation. Parce que c'est clair qu'une fille qui va à l'école, souvent, elle préfère de continuer l'éducation avant que devenir mariée et peut-être mère aussi. Il y a beaucoup de mariages précoces dans certaines provinces du pays. Et on fait donner l'opportunité pour chaque famille, chaque enfant de décider de continuer l'éducation. Et aussi de donner l'accès à la santé reproductive. Ça donne l'opportunité pour chaque femme de faire le planning familial pour que chaque famille choisisse quand elle a un enfant ou des enfants et combien d'enfants cette famille a. Et ça fait partie de l'autonomisation parce que, en fait, la plupart des femmes dont je rencontre et je parle, c'est clair que ce qu'elles souhaitent le plus, c'est d'avoir ce genre de contrôle. Et c'est vrai aussi dans notre pays, il n'y a que 50-60 ans, quand la pilule était inventée, ça a changé la société britannique, mais aussi aux États-Unis et en Europe, que l'accès à cette possibilité de choisir quand d'avoir les enfants, ça a
permet à chaque femme de suivre leur carrière, de contrôler la taille de la famille dans les moyens économiques. Et je suis ravie par un programme que nous faisons ici à Kinshasa, un programme qui s'appelle Wish. Et c'est les jeunes hommes qui disent, moi, ce que je souhaite pour ma fiancée, c'est qu'elle peut choisir si elle veut continuer les études ou si elle veut avoir une famille. C'est quelque chose qu'on décide ensemble. Et d'avoir l'accès à l'éducation, le processus de reproduction, mais aussi l'accès à un soin médical pour cela, pour faire le planning familial. Ça aide chaque jeune couple, les jeunes hommes et les jeunes femmes, d'avoir ce contrôle sur leur vie et sur leur avenir en tant que membre de la société. Et ça peut que augmenter la possibilité d'autonomisation des femmes pour l'avenir. Oui, bien sûr. C'est clair qu'ici en RDC, il y a beaucoup de violences sexuelles qui est constatée, surtout à l'Est, dans les situations de guerre et de conflit, mais aussi ailleurs. Il y a beaucoup de cas de violence ici à Kinshasa, mais dans d'autres provinces aussi. Et c'est quelque chose qui est aussi lié à cette question de l'autonomisation des femmes, parce que c'est important pour les femmes d'avoir d'être respectées dans la société pour que ce qu'elles apportent et d'être voir plus qu'un objet sexuel. Et ça, c'est quelque chose que nous avons ciblé à travers nos programmes, mais aussi sur la violence sexuelle dans les zones de conflit. Nous avons ciblé ce phénomène à travers le monde. Et nous avons organisé l'année dernière, en 2022, une conférence globale sur cette question de violence sexuelle en zone de conflit. Et la RDC a amené une grande délégation qui était chapeautée par la première dame, mais aussi la ministre de genre, la représentante spéciale du président, ainsi que d'autres. Et c'était clair que la RDC a dû faire face à cette problématique depuis plusieurs années. Et c'est clair que tout le monde veut que ça termine. C'est inacceptable que les femmes soient victimes de cette violence, mais de dire que c'est inacceptable, ce n'est pas la réponse. La réponse doit être à travers les réformes des secteurs sécurité, le processus de paix avec les groupes armés qui sont actifs, mais aussi la justice. Et le Royaume-Uni, depuis plusieurs années, a accompagné le processus de justice dans le pays. Et je crois que c'était en 2021, il y avait pour la première fois une condamnation contre un chef de guerre pour la violence sexuelle dans un cour congolaise. Et je crois que c'est ça, notre appui, c'est pour accompagner les institutions congolaises plutôt que parler de la justice à l'étranger ou de créer des institutions à l'étranger. C'est plutôt de ramener la justice ici dans le pays. Et il y a les cours foraines aussi qui assistent aux populations qui étaient affectées de faire part au processus. Et donc je crois que pour nous, c'est important d'investir dans les institutions congolaises pour faire face à ce phénomène, au même temps d'accompagner l'autonomisation des femmes. C'est les deux volets qu'il faut continuer. C'est clair que pour les électrices, c'est important de savoir comment utiliser leur droit de voter. Et j'ai vu moi-même, quand j'ai observé l'enrôlement organisé par la CENI, ici à Kinshasa, dans plusieurs communes, j'ai vu beaucoup de femmes qui étaient là pour s'enrôler. Et donc, je pense que ça commence là, que les femmes savent qu'elles ont le droit. Donc, nous accompagnons un programme pour l'éducation civique pour continuer d'expliquer les droits
surtout aux jeunes femmes qui peut-être n'étaient pas à l'âge pour les dernières élections, qui aujourd'hui peuvent s'enrôler, de savoir de connaître leurs droits. Mais aussi pour les candidates, c'est important que toute la société respecte l'importance d'avoir les femmes candidates, mais aussi respecter le rôle des femmes pour représenter la population. Il y a souvent une opinion que, ah oui, mais les femmes candidates, elles représentent que les femmes. Mais non, pourquoi pas? Pourquoi cette réflexion? Parce que les hommes représentent tous les pays, le président est le président pour tous les pays, donc moitié de la population sont les femmes. Donc ils représentent les femmes et les hommes. Et donc pour une femme candidate, c'est important pour la population d'être clair que oui, une femme candidate peut représenter toute la population. Et je crois que cette réflexion de voir plus en plus les femmes dans les positions de représentation est important pour la population de voir que c'est normal en fait, de normaliser l'idée des femmes dans les positions des politiciens ou les ministres, les positions de pouvoir. Je salue le fait qu'il y a toujours un montant important du gouvernement de ministres féminins. Mais je crois que pour les élections, c'est aussi entre les femmes de continuer de se battre en fait pour leurs droits et pour leur position donc candidate, mais aussi pendant les campagnes électorales. C'est important que c'est fait en respect et il n'y a pas de critiques ou de violence par les réseaux sociaux ou par les médias, que les femmes ont la possibilité de se présenter comme candidate en sûreté. Et ça, c'est un rôle aussi pour le gouvernement et les institutions de protéger la possibilité de se présenter et d'être sauf et sûr dans ce processus. Et je crois que c'est important aussi que les femmes osent se postuler. Et je crois que à travers différents programmes que nous avons financés dans le passé, le processus de formation de médias, de formation pour être jeune, pour être député. Nous avons fait cela à travers la Westminster Foundation for Democracy. Et ça contribue à une expérience qui accumule entre les femmes politiciennes. Et c'est à travers cette expérience qui peut stimuler les nouvelles candidates et les nouvelles électrices aussi d'utiliser leur droit de voter et leur droit de postuler. Alors, c'est difficile à résumer 3 ans dans quelques mots, mais je suis très fière de le partenariat que le Royaume-Uni a avec la RDC. C'est un long partenariat et même si on a des différences de temps en temps, c'est important que nous continuons de dialoguer, que nous continuons de se comprendre. Et je crois que le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais dans tous les défis, soit le conflit à l'Est ou la violence continue. Nous sommes absolument clairs que nous sommes avec la RDC pour que ça se termine. Et nous accompagnons les processus de paix avec tout ce que nous pouvons fournir, mais aussi dans l'économie, la croissance économique inclusive, dans le changement climatique, dans le rôle des femmes et les filles. La RDC va en avant et nous sommes juste là pour accompagner la voix de la population. Et j'espère que mon successeur, qui est aussi une femme, va prendre le bâton pour continuer notre travail pour l'autonomisation des femmes et des filles pour le bénéfice de toute la population.